Nous étions en route pour une longue aventure nocturne, un voyage que nous avions décidé de faire sur un coup de tête. Le genre d'idée spontanée qui semblait amusante à ce moment-là, rouler sous les étoiles, sans le tumulte du trafic de jour, avec seulement la route devant nous et le silence de la nuit. Nous étions 4 dans la voiture, moi au volant, Clara sur le siège passager, et derrière, Julien et Lucas, qui riaient encore d'une blague qu'ils venaient de faire. Au début, tout semblait parfait. L'autoroute déserte s'étendait devant nous, éclairée par les faibles lueurs des phares. Les arbres bordaient la route, leurs silhouettes se dressant comme des ombres menaçantes sous la lumière de la lune. La musique jouait doucement à la radio, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange tension, un pressentiment que je ne parvenais pas à expliquer. La conversation dans la voiture était animée, mais j'étais distrait. Mes mains sur le volant étaient légèrement moites, et mes yeux scrutaient le rétroviseur plus souvent que nécessaire. Chaque bruit venant de l'extérieur, chaque craquement ou souffle de vent semblait amplifié. Je me suis dit que c'était juste la fatigue ou l'effet de la route sombre. Mais ce sentiment d'inquiétude ne me quittait pas. Les autres ne semblaient rien remarquer. Clara regardait son téléphone, Julien racontait une histoire ridicule, et Lucas, toujours un peu provocateur, proposait de couper par des routes secondaires pour rendre le trajet plus excitant. J'ai ri nerveusement, mais au fond, quelque chose en moi voulait juste arriver à destination le plus vite possible. C'est alors que j'ai remarqué le silence. Pas celui de la voiture, où le bavardage et les rires continuaient, mais celui de l'extérieur. Aucun bruit d'insectes, aucun souffle de vent dans les arbres, rien. Comme si le monde entier avait retenu son souffle. Je n'ai rien dit aux autres, mais ce silence me glaçait le sang. Alors que nous roulions sur cette route interminable, plongée dans l'obscurité, c'est Clara qui a été la première à le remarquer. Elle s'est redressée sur son siège, posant son téléphone sur ses genoux. « Il y a une voiture derrière nous ?» a-t-elle demandé, le regard rivé sur le rétroviseur latéral. J'ai jeté un coup d'œil au rétroviseur intérieur. Effectivement, 2 phares brillaient au loin, se rapprochant lentement. Ce n'était pas inhabituel. Après tout, nous étions sur une route nationale, et il était logique que d'autres véhicules empruntent ce trajet. « Juste un camion ?» ai-je répondu, essayant de paraître calme. Mais au fond de moi, une étrange nervosité s'installait. Le camion continuait de se rapprocher, ses phares illuminant l'intérieur de notre voiture. Quand il était suffisamment près pour que je distingue sa silhouette massive, il a soudainement klaxonné, un bruit assourdissant qui a fait sursauter tout le monde. « Mais c'est quoi son problème ?» s'est exclamé Julien depuis l'arrière. J'ai serré le volant, accélérant légèrement pour mettre de la distance entre nous. Mais plus je tentais de m'éloigner, plus le camion semblait insister. Il collait presque notre pare-choc, ses phares clignotant par intermittence, comme un avertissement ou un jeu sadique. Clara a tourné la tête vers moi, son visage pâle sous la lueur des phares. « Tu crois qu'il essaie de nous dire quelque chose? Peut-être qu'on a un problème avec la voiture? »« J'en sais rien, » ai-je répondu, ma voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Lucas, toujours derrière, s'est levé légèrement pour regarder par la lunette arrière. Ce type est juste cinglé. Ignore-le et continue de rouler. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Le camion continuait de klaxonner, un son strident qui semblait vibrer dans mes os. Et puis, sans prévenir, il s'est mis à dévier légèrement de sa trajectoire, s'approchant dangereusement de notre voiture. Mon cœur battait à tout rompre. « Il va nous rentrer dedans !» a crié Clara. J'ai tourné brusquement le volant pour éviter le camion, nos pneus criant sur l'asphalte. Le camion, lui, a redressé sa trajectoire, comme s'il jouait avec nous. Julien, visiblement agité, a suggéré de s'arrêter sur le bas-côté, mais je savais que ce n'était pas une option. L'instinct me disait qu'il fallait continuer, qu'il ne fallait pas s'arrêter. Et alors que je réfléchissais à notre prochaine action, le camion a soudainement disparu. Plus de phares, plus de klaxons, plus rien. « Où est-il passé ?» murmura Clara, regardant autour de nous avec une terreur palpable. Je n'ai pas répondu. Parce que moi aussi, je ne comprenais pas. Le silence pesant après la disparition du camion n'a duré qu'un instant. Julien, derrière, a éclaté de rire nerveusement. « Vous avez vu ça? Ce type a dû prendre une autre route où il a changé d'avis. Je vous avais dit qu'il bluffait. » Mais personne dans la voiture n'a répondu. Clara fixait toujours le rétroviseur, ses mains serrant la ceinture de sécurité, et Lucas, habituellement moqueur, restait étrangement silencieux. De mon côté, je n'arrivais pas à me défaire de l'angoisse qui pesait sur ma poitrine. On devrait peut-être prendre un autre chemin, ai-je proposé, plus pour me rassurer que pour convaincre les autres. Clara a hoché la tête immédiatement. Oui, prenons un détour. Cette route me fout les jetons. J'ai donc pris la première sortie que j'ai vue, une petite route secondaire qui serpentait à travers des champs et des bois.
Elle était étroite, à peine éclairée par nos phares, et semblait encore plus isolée que l'autoroute. Mais au moins, nous étions loin du camion, ou c'est ce que je pensais. Quelques minutes se sont écoulées, et l'atmosphère s'est légèrement détendue. Lucas a recommencé à plaisanter, et Clara a rallumé la musique, bien que le volume soit plus bas. Je commençais à croire que l'épisode était derrière nous. Puis, comme sortis de nulle part, ils sont réapparus, les phares, brillants et implacables, dans le rétroviseur. Non, c'est pas possible, a murmuré Clara, sa voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Ce n'était pas qu'un autre véhicule. C'était le camion. Le même, massif et menaçant, ses phares clignotant furieusement comme s'il était furieux que nous ayons osé changer de route. Comment il a fait pour nous retrouver? S'est exclamé Julien. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais la route était sinueuse, et chaque virage semblait rétrécir autour de nous. Le camion, lui, restait incroyablement proche, sa vitesse inexplicable pour un véhicule aussi lourd. La tension dans la voiture était palpable, chaque respiration saccadée. Puis, le klaxon a recommencé. Ce bruit terrifiant qui résonnait dans la nuit, plus fort et plus agressif que jamais. C'était comme s'il voulait que nous sachions qu'il était là, qu'il ne nous lâcherait pas. Il nous suit depuis le début, souffla Lucas, la voix basse. On ne peut pas s'en débarrasser. Julien s'est penché vers moi. Il faut qu'on trouve un endroit pour s'arrêter, pour demander de l'aide. Et c'est là que Clara a repéré une lumière vacillante au loin. Une station-service, s'écria-t-elle. Sans réfléchir, j'ai tourné le volant en direction de la station. Le camion, lui, a ralenti, comme s'il savait exactement où nous allions. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que nous tombions dans un piège. La station-service semblait tout droit sortie d'un autre temps. Une vieille enseigne clignotait faiblement, projetant une lumière vacillante sur les ponts rouillés. Il n'y avait qu'une seule voiture garée devant, un véhicule poussiéreux qui semblait abandonné depuis des années. Je me suis arrêté brusquement, et tout le monde est descendu de la voiture en trombe. Nous étions à bout de nerfs, regardant nerveusement derrière nous pour voir si le camion apparaîtrait à nouveau. Mais la route était déserte, enveloppée dans un silence presque oppressant. Un vieil homme est sorti du bâtiment principal, ses pas traînant sur le sol. Il portait un uniforme usé, et son visage ridé était à moitié dissimulé sous la visière de sa casquette. Il nous regarda avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Vous avez besoin d'essence » demanda-t-il d'une voix rauque. « Non » répondit Clara, la voix tremblante. « C'est un camion. Il nous suit. Depuis des kilomètres. Il nous harcèle, et... » Elle n'a pas pu terminer sa phrase, ses mots se noyant dans sa panique. Le vieil homme fronça les sourcils, jetant un regard rapide vers la route déserte. « Un camion, vous dites? Sur cette route ?» J'ai hoché la tête, essoufflé. « Oui, un énorme camion, noir. Il nous a suivis sur l'autoroute, puis sur une route secondaire. Il est là, quelque part. » Le vieil homme se gratta la tête, son expression changeant légèrement, comme s'il venait de comprendre quelque chose qui nous échappait encore. « Ça fait bien longtemps qu'aucun camion ne roule sur cette route, » murmura-t-il finalement. Nous nous sommes regardés, incrédules. « Comment ça ?» demanda Julien. Le vieil homme nous fixa, son regard dur. « Cette route, elle n'est pas utilisée depuis des années. Plus personne ne passe par là depuis un accident. Vous n'avez jamais entendu parler du cauchemar du camionneur ?» Clara secoua la tête, mais Lucas intervint, impatient. « On n'est pas là pour écouter des légendes. Ce camion est réel, et il est là quelque part. » Le vieil homme soupira, comme s'il avait déjà entendu ce genre d'histoire. « Je vous dis juste ce que je sais, » dit-il en haussant les épaules. « Il y a bien des années, un camionneur a eu un accident sur cette route. On raconte qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il a emporté une famille entière avec lui. Depuis, ceux qui s'aventurent sur cette route la nuit voient apparaître un camion. Mais ce n'est pas un camion comme les autres. C'est un avertissement, ou peut-être autre chose. » Son regard se perdit dans la nuit, comme s'il s'attendait à voir les phares au loin. « Vous feriez mieux de partir, » finit-il par dire. « Mais si ce camion vous a trouvé, il ne vous lâchera pas. » Un frisson glacé parcourut mon échine. Et comme pour confirmer ses paroles, le bruit sourd d'un klaxon résonna dans la distance, suivi par le grondement d'un moteur. Les phares apparurent au loin, se rapprochant rapidement. « Montez dans la voiture !» hurlai-je, déjà en train de courir. Mais dans mon esprit, une seule pensée me hantait. Nous étions piégés. Nous avons sauté dans la voiture en panique, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. Clara pleurait silencieusement, Lucas lançait des jurons, et Julien, assis derrière, répétait sans cesse. « On est foutu, on est foutu !» Le grondement du moteur du camion se rapprochait, accompagné de son klaxon infernal.
Les phares illuminaient déjà la station-service, projetant des ombres inquiétantes sur les murs fissurés. « Démarre !» cria Clara, me secouant presque. La voiture rugit enfin, et je m'élançai sur la route, les pneus crissant contre le gravier. Le camion, comme s'il avait attendu ce moment, nous poursuivit immédiatement, ses phares brillant d'une intensité presque surnaturelle. La route était étroite et sinueuse, mais je n'avais plus le choix. J'accélérais autant que je pouvais, le compteur dépassant des limites que je n'aurais jamais osé atteindre. Malgré tout, le camion restait derrière nous, implacable, comme s'il jouait avec nous. « Pourquoi il nous suit ?» cria Lucas. « Peut-être qu'il veut nous faire sortir de la route, » répondit Julien, la voix tremblante. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas juste une poursuite. C'était une chasse. Soudain, la route s'élargit légèrement, et au loin, je vis un pont. Une idée folle traversa mon esprit. « Accrochez-vous !» hurlai-je. Je tournai brusquement le volant, quittant la route principale pour entrer sur un chemin de terre qui descendait sous le pont. La voiture bondit violemment, faisant crier Clara, mais nous nous enfonçâmes dans l'ombre du pont, le camion disparaissant temporairement de notre vue. Je coupai le moteur et ordonnai à tout le monde de se taire. Nous étions là, immobiles, à écouter. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, mais ce que j'entendis ensuite me glaça le sang. Le camion s'était arrêté. Pas de moteur, pas de klaxon. Juste un silence écrasant. « Tu crois qu'il est parti ?» chuchota Clara. Je n'en étais pas sûr, mais quelque chose ne tournait pas rond. Ce silence, c'était pire que le bruit. Julien ouvrit lentement la portière, mais avant que nous puissions l'arrêter, il sortit pour regarder. « Julien ? Non !» murmurai-je. Il fit quelques pas en dehors de la voiture, scrutant l'obscurité. Puis il s'arrêta net. « Il est là !» murmura-t-il. Je tournai la tête juste à temps pour voir les phares du camion réapparaître au sommet du pont. Mais ce n'était pas possible. Le chemin que nous avions pris ne menait nulle part. Il ne pouvait pas être là. Et pourtant, il y était, dominant la scène comme une bête massive prête à fondre sur sa proie. Un klaxon déchirant éclata, et le camion s'élança. Julien hurla et courut vers la voiture, mais il était trop tard. Le camion plongea du pont à une vitesse inimaginable, et au moment où il allait nous percuter, tout devint noir. Quand je repris conscience, nous étions sur la route principale, roulant calmement. La radio jouait une chanson douce, et mes amis dormaient profondément, comme si rien ne s'était passé. Mais mes mains tremblaient encore sur le volant. Dans le rétroviseur, la route était vide. Pas de camion, pas de lumière. Et pourtant, au fond de moi, je savais que cette nuit-là, quelque chose nous avait trouvés. Et qu'un jour, peut-être, cela nous retrouverait à nouveau. Je m'appelle Julien, et ma compagne, Claire, et moi étions en route pour rejoindre sa famille dans le sud de la France. C'était une de ces nuits où la route semble interminable, avec seulement la lumière des phares pour percer l'obscurité environnante. L'autoroute était déserte, et les kilomètres défilaient dans un silence presque oppressant, interrompu seulement par le ronronnement monotone du moteur. Vers minuit, une faim tenace nous a poussés à chercher un endroit pour manger. Nous avons aperçu un petit restaurant au bord de la route, presque invisible dans la pénombre. Il n'y avait qu'une faible enseigne lumineuse, clignotant par intermittence, indiquant simplement « le repas des voyageurs ». L'endroit avait l'air vieux, avec une façade en bois usé et des fenêtres poussiéreuses. Mais il n'y avait rien d'autre aux alentours, et la fatigue commençait à peser sur nous. Claire a suggéré que nous nous arrêtions là, et j'ai accepté à contre-cœur. Dès que nous sommes entrés, une odeur étrange nous a accueillis, un mélange d'épices et de quelque chose de plus organique, presque métallique. L'intérieur était sombre, à peine éclairé par des ampoules jaunâtres suspendues au plafond. Les tables étaient disposées de manière désordonnée, et, bien que l'endroit semblait désert, il y avait des assiettes encore posées ici et là, comme si des clients avaient quitté les lieux à la hâte. Alors que nous nous demandions si nous devrions rester, un homme est apparu de derrière le comptoir. Grand et mince, il portait un tablier taché et affichait un sourire un peu trop large pour être sincère. Ses yeux, en revanche, étaient étrangement vides. « Bonsoir, bienvenue au repas des voyageurs. Vous avez de la chance, ce soir nous servons notre spécialité. C'est un plat que vous ne trouverez nulle part ailleurs, a-t-il dit, sa voix douce et traînante résonnant dans le silence. Claire, visiblement affamée, a souri et accepté immédiatement. Moi, j'étais moins sûr. Quelque chose dans son attitude me mettait mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. Peut-être étais-je simplement fatigué. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre, mais dehors, on ne voyait que le noir profond de la nuit. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec 2 assiettes fumantes. L'odeur était enivrante,
et malgré mes doutes, je n'ai pas pu résister. Claire a goûté la première, et son visage s'est illuminé. C'est délicieux, Julien, tu dois essayer. Je me suis laissé convaincre, et dès la première bouchée, un goût riche et complexe a envahi mes papilles. C'était parfait, trop parfait. Pourtant, à chaque bouchée, une angoisse inexplicable grandissait en moi, comme si quelque chose, quelque part, nous observait. Nous avions presque terminé nos assiettes, et un étrange silence régnait dans le restaurant. À mesure que les saveurs du plat envahissaient ma bouche, une sensation étrange montait en moi. Mon estomac semblait plus lourd que d'habitude, comme si quelque chose de dense y pesait. Pourtant, chaque bouchée semblait irrésistible, comme si un besoin primitif me poussait à continuer. Je jetai un coup d'œil autour de nous. Les ombres des lampes tremblaient sur les murs, projetant des formes indistinctes qui semblaient danser dans un ballet absurde. Derrière nous, à une table près du fond de la salle, j'ai cru voir une silhouette. Je me suis tourné vers Claire. « Tu as remarqué? On n'est pas seul » ai-je murmuré en inclinant légèrement la tête vers la figure immobile. Claire s'est retournée discrètement et a haussé les épaules. « Peut-être un autre client » a-t-elle répondu. Mais, c'est vrai qu'ils ont l'air étranges. La silhouette était assise bien droite, son visage à moitié caché dans l'ombre. Même de loin, quelque chose clochait. Cette personne n'avait pas bougé depuis notre arrivée. Elle ne mangeait pas, ne regardait pas autour d'elle. Elle était là, figée, comme une statue oubliée. D'autres tables semblaient occupées, mais leurs clients donnaient la même impression inquiétante. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Seules les lumières faiblardes tremblaient, ajoutant une atmosphère presque surnaturelle. L'homme au tablier est réapparu soudainement derrière le comptoir. Je n'avais même pas entendu ses pas. Il nous fixait avec un sourire qui me glaçait le sang. « Alors, comment trouvez-vous notre spécialité » a-t-il demandé, sa voix douce et étrange résonnant dans la salle vide. Claire, peut-être pour alléger l'atmosphère, a répondu avec enthousiasme. « C'est délicieux. Vraiment, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi unique. » Je n'ai rien dit, mais mon regard restait fixé sur cet homme. Il y avait une intensité dans ses yeux, une sorte de satisfaction malsaine qui m'a mis mal à l'aise. Il nous a observés quelques instants de plus, puis a disparu dans l'arrière-salle, sans un mot de plus. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Claire semblait fatiguée. Son visage avait légèrement pâli, et elle s'appuyait sur la table comme si elle luttait contre un vertige. « Tu te sens bien » ai-je demandé en posant ma main sur la sienne. Elle m'a regardé avec un sourire forcé. « Oui, enfin, je crois. Je suis juste un peu fatigué. » Un frisson a parcouru mon dos. Ce restaurant, cet homme, ces clients étranges. Tout semblait de plus en plus irréel, comme si nous avions franchi une frontière invisible en entrant ici. Le malaise devenait insoutenable. Claire semblait s'affaiblir à vue d'œil, et moi, je ressentais une pression sourde dans ma poitrine, comme si l'air autour de nous devenait plus épais. Décidant qu'il était temps de partir, je me suis levé pour régler l'addition au comptoir. « On devrait y aller » dis-je à Claire. « Repose-toi un peu, je m'occupe de tout. » Elle acquiesça faiblement, posant sa tête contre sa main. En arrivant au comptoir, j'ai remarqué que l'homme au tablier n'était plus là. J'ai appelé, mais seule ma propre voix me répondit, résonnant étrangement dans la salle silencieuse. Je me suis retourné vers la porte d'entrée. Une sueur froide m'a parcouru, elle était fermée, et le verrou semblait bloqué. « Claire, viens, la porte est fermée. On doit trouver une autre sortie, » ai-je dit, tentant de masquer la panique dans ma voix. Elle s'est levée difficilement, et nous avons traversé la salle en direction des fenêtres. Mais lorsque j'ai essayé de les ouvrir, je me suis rendu compte qu'elles ne bougeaient pas. C'était comme si elles étaient scellées, impossible à briser ou même à forcer. « Julien, qu'est-ce qu'il se passe » murmura Claire, sa voix tremblante. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai prise par la main, et nous avons avancé vers une porte au fond du restaurant, espérant qu'elle mène à une sortie de secours. En passant près des autres tables, j'ai osé jeter un coup d'œil aux clients. Ils étaient tous assis, parfaitement immobiles, leurs yeux grands ouverts fixant un point indéfini. Leur peau avait une teinte grisâtre, presque cadavérique, et leurs visages portaient des expressions figées de terreur. Mon estomac s'est retourné, et je me suis forcé à regarder devant moi. Nous avons atteint la porte du fond, mais elle aussi était verrouillée. Derrière nous, un craquement a retenti, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans la salle. Claire serra ma main plus fort. « Julien, il bouge » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Je me suis retourné lentement, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Les silhouettes auparavant immobiles se tournaient maintenant vers nous, leurs têtes se penchant légèrement, comme pour nous observer. L'une d'elles, assise à la table la plus proche, a commencé à se lever,
ses mouvements étrangement mécaniques et saccadés. Paniqué, j'ai tiré Claire vers une autre porte que nous avions aperçue près du comptoir, priant pour qu'elle soit déverrouillée. À mesure que nous avancions, les bruits de pas derrière nous se multipliaient. Ces choses nous suivaient, lentement mais sûrement, et nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait de l'autre côté. Nous avons traversé la porte près du comptoir et sommes tombés dans un long couloir faiblement éclairé par des néons tremblotants. L'air était plus lourd ici, chargé d'une odeur rance qui donnait envie de vomir. Mes jambes tremblaient, mais je tenais fermement la main de Claire, l'entraînant avec moi. Le couloir semblait interminable, bordé de vieilles portes en bois qui grinçaient légèrement, comme si quelque chose les frôlait de l'autre côté. Des bruits indistincts s'élevaient, des chuchotements, des grattements, et parfois ce qui ressemblait à des pleurs étouffés. « Julien, je n'en peux plus » murmura Claire, sa voix à peine audible. Je me suis arrêté et les regardai. Elle était pâle, et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Ses yeux semblaient voilés, comme si elle peinait à rester consciente. « On va sortir d'ici, je te le promets » ai-je dit en essayant de cacher ma propre peur. Nous avons continué à avancer, jusqu'à ce qu'une porte légèrement entr'ouverte attire mon attention. De l'intérieur s'échappait une lumière vacillante, accompagnée d'un bruit étrange, comme un souffle lourd et irrégulier. Contre toute logique, je me suis approché, poussé par un mélange malsain de curiosité et de désespoir. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, je me suis figé. La pièce était remplie de vieilles tables sur lesquelles étaient posés des restes de plats similaires à ceux que nous avions mangés. Mais ce n'était pas ça le pire. Dans un coin, une immense silhouette se tenait courbée, ses épaules massives se soulevant à chaque respiration. Elle était de dos, mais je pouvais voir que sa peau était sombre et rugueuse, parsemée de cicatrices. Autour d'elle, des chaînes pendaient du plafond, et je pouvais distinguer ce qui ressemblait à des vêtements déchirés et tachés de sang. Un craquement derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné brusquement pour voir Claire, qui s'était accrochée à mon bras, ses yeux écarquillés par la terreur. « On doit partir, maintenant » ai-je chuchoté en fermant la porte doucement. Mais au moment où je faisais demi-tour, un rugissement guttural a retenti derrière nous, suivi d'un bruit de chaînes tirées violemment. La chose dans la pièce avait senti notre présence. Nous avons commencé à courir, le bruit de pas lourds et rapides résonnant maintenant dans le couloir derrière nous. Les portes autour de nous s'ouvraient brusquement, et des ombres émergeaient, se jetant à notre poursuite. Les chuchotements s'étaient transformés en cris déchirants, comme si le restaurant tout entier se réveillait pour nous piéger. Au bout du couloir, une porte métallique se dressait, semblant être notre seule chance de salut. Je l'ai atteinte le premier et ai tenté de l'ouvrir, mais elle était bloquée par une lourde barre en acier. « Claire, aide-moi » ai-je crié, désespéré. Elle m'a rejoint, et ensemble, nous avons poussé et tiré de toutes nos forces. Les ombres se rapprochaient, et le rugissement derrière nous devenait de plus en plus fort. Nous savions que nous n'avions plus beaucoup de temps. La porte métallique a finalement cédé dans un grincement assourdissant, et nous nous sommes précipités à l'intérieur, la claquant derrière nous. Je me suis retourné pour chercher un verrou, mais il n'y avait rien. La seule chose que nous pouvions faire était de pousser une vieille étagère en métal contre la porte, espérant qu'elle tiendrait suffisamment longtemps. La pièce dans laquelle nous nous trouvions était petite et sombre, éclairée seulement par une faible lumière rouge clignotante provenant d'un plafonnier défectueux. Sur les murs, des inscriptions étranges étaient gravées, des symboles que je ne comprenais pas mais qui dégageaient une aura sinistre. Claire s'est effondrée contre un mur, essoufflée, son visage blême et ses mains tremblantes. Je me suis agenouillé devant elle, posant mes mains sur ses épaules. « Ça va » ai-je demandé, même si je savais que la réponse serait négative. Elle a hoché la tête faiblement, mais ses yeux étaient vides, perdus dans un abîme de terreur. Un bruit sourd a retenti contre la porte, suivi d'un autre, plus violent. Ils essayaient d'entrer. L'étagère tremblait à chaque coup, et je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. « Julien, regarde » murmura Claire en pointant du doigt quelque chose derrière moi. Je me suis retourné lentement et j'ai vu ce qu'elle désignait. Au centre de la pièce, une trappe métallique était incrustée dans le sol, légèrement entr'ouverte. Un souffle glacé en émanait, accompagné d'un murmure lointain, presque inaudible. Je n'avais pas le choix. Si nous restions ici, ils nous trouveraient. Mais cette trappe, elle dégageait une énergie malsaine, comme si elle menait à quelque chose de pire. « Claire, viens » ai-je dit en lui tendant la main. Elle m'a regardé, hésitante, mais a fini par se lever, chancelante. Ensemble, nous avons soulevé la trappe, découvrant un escalier en colimaçon qui plongeait dans l'obscurité. Un souffle glacial nous enveloppait, et une odeur de moisissure montait des profondeurs. Derrière nous, la porte a cédé dans un fracas terrifiant. Des ombres grotesques se glissèrent dans la pièce,
leur visage tordu par une haine indicible. Sans réfléchir, j'ai attrapé Claire et l'ai poussée dans l'escalier, la suivant de près. Nous avons descendu les marches aussi vite que possible, le bruit de nos poursuivants résonnant derrière nous. Les murs semblaient se refermer, l'obscurité devenait presque palpable. Enfin, nous avons atteint le bas de l'escalier. Une immense salle s'étendait devant nous, éclairée par une étrange lumière verdâtre. Au centre, une créature immense et informe se dressait, ses yeux rouges perçant les ténèbres. Elle était entourée de chaînes qui semblaient à la fois la retenir et la nourrir, comme si chaque âme capturée dans ce restaurant la maintenait en vie. Claire et moi étions figés, incapables de bouger ou de parler. La créature a tourné lentement son regard vers nous, et un sourire déformé a apparu sur ce qui ressemblait à une bouche. « Bienvenue » a-t-elle murmuré d'une voix profonde qui résonnait dans tout mon être. « Vous êtes venu ? Juste à temps. » Avant que nous puissions réagir, les ombres derrière nous ont encerclés, nous poussant vers la créature. J'ai serré la main de Claire, tentant de trouver une issue, mais il n'y avait nulle part où fuir. Et alors que l'obscurité nous enveloppait totalement, une dernière pensée m'a traversé l'esprit. Nous n'aurions jamais dû nous arrêter dans ce restaurant. Je m'appelle Éloi, et cette nuit-là, j'avais pris la route pour un trajet que je faisais rarement. J'étais seul, sur une route sinueuse qui traversait une forêt dense, quelque part entre deux petites villes où personne ne s'aventurait après le coucher du soleil. Le genre de route qui semblait figée dans une autre époque, sans éclairage public, seulement la lumière pâle de mes phares coupant l'obscurité oppressante. J'étais fatigué, mais je n'avais pas le choix, je devais rejoindre la ville voisine avant l'aube. Pour briser le silence pesant de l'habitacle, j'ai allumé la radio. Après quelques instants de grésillement, une vieille station locale a émergé, diffusant une chanson mélancolique des années 50. Les paroles semblaient flotter dans l'air, résonnant étrangement dans cet environnement isolé. La route devant moi était déserte, si bien que je ne croisais pas une seule voiture. À mesure que je progressais, l'impression d'isolement devenait presque tangible. Les arbres formaient un tunnel sombre de chaque côté, et même avec la musique, un sentiment de malaise s'insinuait en moi. Je me disais que ce n'était qu'une question de fatigue, que je devais rester concentré. Puis, sans prévenir, la musique s'est arrêtée. Pas un fondu enchaîné, pas une coupure technique habituelle. Juste un silence brusque, suivi d'un grésillement plus fort, presque agressif. J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'autoradio, mais il n'y avait rien d'anormal à l'écran. Et alors, une voix est apparue. Elle était grave, calme, presque apaisante, mais il y avait quelque chose dans son ton, comme si elle n'appartenait pas à un humain. « Éloi » a-t-elle murmuré. Mon cœur s'est figé. Cette voix connaissait mon prénom. La voix m'a glacé le sang. Elle avait une qualité étrange, à la fois distante et terriblement proche, comme si elle résonnait directement dans ma tête plutôt que dans les haut-parleurs de la voiture. Je n'avais aucune idée d'où elle provenait, mais elle savait des choses. Trop de choses. « Tu te souviens de ton chien, Gustave » a-t-elle dit, d'un ton presque affectueux. J'ai senti ma gorge se serrer. Gustave était le chien que j'avais eu quand j'étais enfant, un vieux labrador noir, mort depuis des années. Personne ne m'en parlait jamais, et je n'avais aucune raison d'y penser ce soir-là. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il s'agissait d'un programme de radio interactif, une sorte de jeu où les auditeurs envoyaient des informations personnelles. Mais comment ? Mon poste de radio n'était même pas connecté à quoi que ce soit. Puis, la voix a continué, évoquant un accident de vélo que j'avais eu à 9 ans. Elle a décrit la scène avec une précision troublante, le vieux chemin de gravier près de chez mes parents, la douleur vive à mon genou, et ma mère qui m'avait porté jusqu'à la maison. C'était un souvenir que je n'avais partagé avec personne depuis des décennies. Ma respiration s'est accélérée. Je sentais mes mains moites sur le volant. J'ai tenté de changer de station, mais le bouton ne répondait plus. C'était comme si la radio était figée, bloquée sur cette fréquence. La voix, imperturbable, continuait à parler. Tout cela t'appartient, Éloi. Tes souvenirs, tes secrets. Mais il est temps de regarder en avant. Avant que je ne puisse réfléchir à ces mots, la voiture a émis un bruit étrange, comme un tout sautement mécanique, et a commencé à ralentir. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais le moteur semblait me trahir. Finalement, la voiture s'est arrêtée, immobile au milieu de cette route déserte. Et c'est alors que j'ai senti quelque chose. Une présence, invisible, mais indéniablement là, quelque part dans l'ombre des arbres. La voiture était maintenant complètement à l'arrêt, et le moteur bourdonnait faiblement, comme s'il essayait de redémarrer, mais en vain. Le silence qui régnait autour de moi était oppressant, lourd. Je suis sorti de la voiture, espérant que l'air frais de la nuit me permettrait de réfléchir. La route, ce chemin étroit et désert,
s'étendait devant moi dans une obscurité presque palpable. J'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi, mais rien ne semblait anormal. J'ai ouvert le capot, m'attendant à trouver une panne évidente. Le moteur était froid, aucun signe de surchauffe. Tout semblait normal, trop normal. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. C'était comme si la voiture elle-même était figée, coincée dans un état d'attente, et moi avec elle. Puis, la voix est revenue, plus proche cette fois, comme si elle venait de derrière moi. Tu n'échapperas pas à ce qui t'attend, Éloi. Mon cœur a raté un battement. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien derrière moi, seulement l'obscurité, cette épaisse toile noire de la forêt qui m'enveloppait. J'ai fermement saisi la poignée de la porte et je suis retourné à l'intérieur de la voiture, espérant que le simple fait de reprendre la route me sortirait de cet état de malaise. Je m'apprêtais à m'asseoir, quand j'ai vu quelque chose d'étrange. Les rétroviseurs, normalement silencieux, avaient des reflets qui ne correspondaient pas à la réalité. Un léger mouvement, une forme floue, à peine visible dans les ombres. Comme si quelque chose ou quelqu'un me regardait depuis la forêt. Le sentiment d'être observé était maintenant insupportable. J'ai jeté un dernier regard derrière moi, en espérant que je me trompais. Mais je n'étais pas seul. Une silhouette noire, indistincte, se tenait à l'orée des arbres, aussi immobile que la nuit elle-même. Tout à coup, la voix a repris, plus forte, plus incisive. Tu vois, Éloi, tu vois ce qui t'attend? L'adrénaline a envahi mes veines, et j'ai voulu démarrer la voiture à tout prix. Mais quelque chose me retenait. Une présence, quelque chose qui semblait se nourrir de ma peur. Je suis resté là, paralysé, les mains crispées sur le volant, mes yeux rivés sur la silhouette dans la forêt. Elle ne bougeait pas. C'était comme si elle attendait quelque chose. Peut-être moi? La voix, quant à elle, ne cessait de répéter des phrases étranges, comme si elle connaissait chacun de mes mouvements, chaque pensée qui traversait mon esprit. Tu sais ce qui va se passer, Éloi. Tu as déjà fait ce voyage, bien avant ce soir. Chaque mot semblait frapper mon esprit comme un marteau, martelant ma réalité. J'ai jeté un coup d'œil au rétroviseur, mais tout semblait normal. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Comme si l'air autour de moi était plus épais, plus dense, comme si chaque souffle que je prenais était une tentative pour échapper à quelque chose que je ne comprenais pas. Je voulais m'échapper, démarrer la voiture, rouler à toute vitesse pour quitter cette route, cette forêt, cette présence qui m'observait. Mais plus je tentais de démarrer, plus le moteur semblait résister. Le contact était là, mais le moteur ne répondait pas, comme si la voiture elle-même refusait de m'aider à fuir. Tu ne peux pas fuir, Éloi. Pas cette fois, dit la voix, avec une ironie qui me glaça. À ce moment-là, les phares s'éteignirent brusquement, et l'obscurité totale envahit l'habitacle. Je me suis retrouvé dans un noir absolu, incapable de voir quoi que ce soit. Le silence était devenu suffocant. Puis, un bruit, faible au début, se fit entendre, comme des pas traînant sur la route, juste au-delà de la fenêtre du côté conducteur. J'ai sursauté, mes yeux cherchant désespérément à percevoir quelque chose, mais je ne voyais que du noir. Puis, la lumière des phares se ralluma soudainement, et j'ai vu, dans un éclair, la silhouette floue qui se tenait près de la voiture, juste à quelques mètres de moi. C'était une forme, humaine ou non, mais trop proche pour que je puisse en détourner le regard. Ma gorge était nouée, mon cœur battait la chamade. Et la voix, toujours calme, me dit, avec une certitude effrayante. Regarde bien, Éloi. C'est toi, n'est-ce pas? Le dernier que tu as vu, tout ce temps. Tu l'as ignoré, tu as cru pouvoir t'échapper. Mais il n'y a nulle part où aller. Je voulais crier, je voulais courir, mais j'étais paralysé, les yeux rivés sur cette silhouette qui semblait se rapprocher lentement. Et je compris, trop tard, que ce n'était pas moi qui avais contrôlé cette situation. Quelque chose d'autre, quelque chose qui me connaissait plus que je ne me connaissais moi-même, avait pris le contrôle. Le vent s'est soudainement levé, soufflant à travers les arbres, un bruit presque rassurant dans ce silence oppressant. Mais ça n'a fait qu'ajouter à l'angoisse qui m'envahissait. La silhouette, cette forme floue qui se tenait toujours près de ma voiture, commença à se mouvoir, lentement mais inexorablement, comme si elle avançait vers moi. Chaque mouvement semblait calculé, une danse macabre qu'elle répétait depuis des siècles. Je suis resté là, incapable de bouger, mes yeux fixés sur elle. La voix, dans ma tête, devenait de plus en plus insistante. Tu l'as toujours su, Éloi. Tu sais ce qui doit t'arriver. Mon cœur battait fort, ma respiration était haletante. Il n'y avait pas de doute dans ma tête. Cette silhouette, cette présence, ce n'était pas humain. C'était autre chose. Quelque chose qui m'observait depuis toujours, attendant ce moment. J'ai fermé les yeux un instant,
essayant de rassembler mes pensées, de comprendre ce qui se passait. Mais il n'y avait pas de logique. Rien n'avait de sens. Quand j'ai ouvert les yeux à nouveau, la silhouette était disparue. Le vent était tombé, et un silence lourd s'était installé. La peur qui m'étreignait ne m'avait pas quitté, mais quelque chose dans l'air semblait avoir changé. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Je ne savais plus quoi faire, rester là ou tenter de repartir. Mais je le savais, au fond. Peu importe où j'allais, peu importe ce que je ferais. Cette voix, cette présence, me suivrait toujours. Je n'étais pas sur une simple route déserte cette nuit-là. Je me trouvais dans un endroit où le passé et le futur se confondaient, où les secrets enfouis ressurgissaient pour réclamer ce qui leur appartenait. Je suis enfin parvenu à faire démarrer la voiture. Le moteur a toussé une dernière fois avant de ronronner doucement. Mais avant de repartir, une dernière pensée m'a traversé l'esprit. Ce n'était pas la route qui était déserte. C'était moi. J'étais celui qui était piégé ici, observé, à la merci de cette chose qui connaissait tout de moi, même mes pires secrets. Et avant même que je ne puisse me convaincre que tout ça n'était qu'un cauchemar, la voix m'a murmuré, douce mais définitive. Ce n'est que le début, Éloi. Ce n'est que le début. Je m'appelle Maurice, et ce que je vais vous raconter n'a aucun sens, mais je vous assure que tout est vrai. Cela a commencé par un détour. Un simple détour. J'étais sur l'autoroute, roulant en direction de mon vieux village natal, quand une alerte sur mon GPS m'a indiqué un énorme embouteillage à venir. Fatigué des heures de conduite, j'ai décidé de suivre les instructions d'un raccourci qu'il me proposait. Le panneau indiquait chemin des larmes, un nom étrange, mais je ne m'en suis pas préoccupé. La route était étroite, bordée de grands arbres sombres dont les branches semblaient s'entrelacer au-dessus de moi. C'était presque comme entrer dans un tunnel naturel, une arche oppressante qui avalait la lumière du jour. Après quelques kilomètres, j'ai remarqué que les plaques de signalisation avaient des noms bizarres, tous en français ancien. Rue des Mémoires, allée du passé, sentier de l'oubli. Chaque nom semblait résonner dans ma tête comme un écho, mais je me suis convaincu que c'était juste mon imagination. Après tout, ce n'était qu'une route. Cependant, plus j'avançais, plus quelque chose semblait décalé. La route était déserte. Pas une seule voiture devant ou derrière moi. Pas de maison, pas de station-service, rien d'autre que cette forêt interminable. Puis il y avait cette brume, fine d'abord, mais qui s'épaississait au point de réduire ma visibilité. Le GPS, lui, s'obstinait à recalculer, affichant des directions contradictoires. À un moment donné, mon regard s'est posé sur mon compteur kilométrique. Cela faisait plus de 20 minutes que je roulais sur ce chemin, mais le paysage autour de moi n'avait pas changé d'un pouce. Les mêmes arbres, les mêmes panneaux, la même brume. J'ai secoué la tête, pensant que la fatigue jouait avec mes sens, mais une angoisse insidieuse commençait à s'installer. C'est alors que j'ai vu un premier signe d'avertissement, presque effacé par le temps, planté sur le bord de la route. Il disait simplement « Retournez ». Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot « retourner » m'a glacé le sang. Ce n'était qu'un panneau, un vieux morceau de métal rouillé planté de travers, mais quelque chose dans sa simplicité me semblait menaçant. J'ai tenté de le rationaliser. Peut-être que c'était une blague, ou un avertissement pour un chemin dangereux à venir. Pourtant, au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ça. J'ai continué à rouler. La brume était maintenant si dense que mes phares ne faisaient que rebondir dessus, créant une lumière blafarde qui n'éclairait presque rien. Je devais réduire ma vitesse à un point frustrant, avançant à peine. C'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, un vieux poste d'essence, abandonné, avec une façade couverte de graffitis effacés par le temps. Ce qui m'a frappé, c'est que je l'avais déjà vu. Au début, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence. Il devait y avoir plusieurs stations similaires dans la région, mais non. En passant devant, je reconnaissais chaque détail. La forme tordue du lampadaire à côté, les fenêtres barricadées avec des planches de bois et même un vieux pneu crevé laissé sur le bord. Je me suis arrêté. Mon cœur battait fort, et une sueur froide me perlait sur le front. Je devais vérifier. J'ai sorti mon téléphone pour consulter mon GPS. L'écran affichait une simple flèche qui tournait sur elle-même, incapable de me donner une direction claire. Pas de signal, indiquait-il en haut. Je me suis forcé à respirer profondément. Ce n'est rien, Maurice, me suis-je dit. Tu es fatigué? Voilà tout. Continue d'avancer, et tout ira bien. Alors j'ai redémarré la voiture et repris la route. Mais à peine 10 minutes plus tard, je suis retombé sur le même poste d'essence. Identique en tout point. C'était impossible. Cette fois, je me suis garé. Je suis sorti de la voiture, ma lampe torche en main, et j'ai scruté les alentours. Le silence était pesant,
presque palpable. Pas un bruit d'animaux, pas un souffle de vent. Et puis, sur l'un des murs de la station, une nouvelle inscription que je n'avais pas remarquée auparavant. Vous êtes perdu. Je suis remonté en voiture précipitamment, mon souffle court, mon esprit embrouillé. J'ai essayé de faire demi-tour, de reprendre le chemin par lequel j'étais arrivé. Mais en roulant, tout semblait identique. Les mêmes arbres, les mêmes virages. Et cette sensation horrible que la route se moquait de moi. Après ce qui m'a semblé une éternité, je suis arrivé devant un panneau que je n'avais pas vu jusque-là. En lettres noires sur un fond blanc délavé, il était écrit « Chemin sans fin ». J'avais beau rouler, chaque mètre avalé par ma voiture semblait me rapprocher davantage d'une vérité que je ne voulais pas affronter. Le panneau « Chemin sans fin » m'avait secoué, mais ce n'était que le début. La brume était devenue si épaisse que j'avais du mal à distinguer la route devant moi. Je ralentissais, mes mains crispées sur le volant. Mon cœur battait à un rythme incontrôlable, et chaque craquement ou bruissement dans la forêt me faisait sursauter. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Une voix, douce, presque un murmure, venant de quelque part dans la brume. « Maurice !» J'ai freiné brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte humide. Je regardais autour de moi, mes yeux scrutant la pénombre à travers les vitres embuées. Mais il n'y avait rien. Juste cette voix, qui résonnait dans ma tête comme un écho lointain. Je voulais me convaincre que c'était le fruit de mon imagination, mais alors que je reprenais la route, la voix est revenue. Plus insistante cette fois. « Maurice, aide-moi !» J'ai senti mes mains trembler sur le volant. Cette voix, elle était familière. Trop familière. Mon esprit a immédiatement cherché à la rejeter, à l'effacer. Mais elle s'accrochait à moi, comme un souvenir qui refusait de rester enfoui. Et puis je l'ai vue. Une silhouette, debout au milieu de la route, à quelques mètres devant moi. C'était une petite fille, vêtue d'une robe blanche, sa longue chevelure noire tombant sur ses épaules. Elle ne bougeait pas, ne disait rien, mais je pouvais sentir son regard sur moi, perçant, accusateur. J'ai arrêté la voiture et baissé la vitre, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es perdu ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle ne répondait pas. Elle se contentait de me fixer. Puis, lentement, elle a levé un bras et pointé quelque chose derrière moi. J'ai tourné la tête instinctivement, mais il n'y avait rien. Juste cette route interminable et cette brume oppressante. Quand j'ai reporté mon regard vers elle, elle avait disparu. Je suis sorti de la voiture, incapable de rester enfermé dans cet espace clos. L'air extérieur était lourd, chargé d'une odeur métallique que je ne pouvais identifier. Mon souffle formait des volutes dans l'air froid. « Qui est là ?» ai-je crié, ma voix résonnant dans le silence absolu. C'est alors que j'ai remarqué les empreintes. De petites traces de pas, humides, qui semblaient sortir de nulle part et se diriger vers ma voiture. J'ai suivi leur chemin du regard jusqu'à mon pare-brise. Et là, je les ai vues, des marques de mains, petites, imprégnées sur la vitre, comme si quelqu'un avait essayé de passer à travers. Mon sang s'est glacé. Ces mains, elles étaient trop petites pour appartenir à un adulte. C'était comme si un enfant, un frisson m'a traversé de la tête aux pieds. Cette voix, cette silhouette, ces empreintes. Je savais, au fond de moi, de qui il s'agissait. Mais je n'étais pas prêt à l'accepter. Pas encore. Je suis resté là, figé devant ma voiture, incapable de détourner les yeux des empreintes sur le pare-brise. Ces petites mains. Elles semblaient m'appeler, m'accuser. Et cette voix qui continuait à murmurer mon prénom dans la brume, doucement mais de manière implacable. « Maurice, pourquoi m'as-tu laissé ?» Une vague de souvenirs que j'avais enterrés depuis des années a commencé à remonter à la surface. Des images floues, des fragments que je m'étais juré de ne jamais revisiter. J'avais 15 ans. Je tenais le volant de la vieille voiture de mon père, bien que je n'ai pas encore le droit de conduire. À côté de moi, Héloïse, ma petite sœur, riait, son visage rayonnant de joie. Elle me suppliait de la laisser mettre la musique plus fort, et je cédais toujours à ses caprices. Cette journée d'été était censée être parfaite. Mais ce n'était pas ce dont je voulais me souvenir. Non, ce dont je me souvenais maintenant, c'était du moment où j'avais perdu le contrôle. Une virée innocente, une route sinueuse, et puis le choc. Le bruit déchirant de métal qui se plie, les cris d'Héloïse, son regard effrayé, et puis, plus rien. Je n'avais jamais parlé de ce jour à personne. Pas même à mes parents. J'avais prétendu que j'avais tout oublié, que l'accident était un trou noir dans ma mémoire. Mais cette route, ce maudit chemin des larmes, ne me laissait pas fuir. Les empreintes sur le pare-brise s'effacèrent soudain, comme si elles n'avaient jamais été là. Mais la brume, elle, semblait s'épaissir encore plus, m'entourant, m'emprisonnant. Et puis, je l'ai vue.
Héloïse. Elle se tenait là, juste devant ma voiture, exactement comme je m'en souvenais. Ses cheveux bruns ondulaient légèrement, et elle portait cette robe blanche qu'elle aimait tant quand elle était petite. Mais son visage, il n'était pas normal. Ses yeux étaient vides, deux orbites noires qui semblaient aspirer toute la lumière autour d'elle. Elle tendit la main vers moi, et sa voix s'éleva à nouveau, cette fois plus forte, presque furieuse. « Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu m'as laissé mourir ?» Je reculais, trébuchant presque, incapable de parler. Je n'ai pas voulu. Héloïse, je suis désolé, tellement désolé. Mais mes excuses semblaient inutiles. Elle avançait vers moi, lentement, et chaque pas qu'elle faisait trembler le sol sous mes pieds. La brume autour de moi semblait s'épaissir encore davantage, s'insinuant dans mes poumons, m'étouffant presque. Et c'est là que je l'ai compris. Je n'étais pas ici par hasard. Cette route était un piège, une cage qui me forçait à regarder en face ce que j'avais fui toute ma vie. Je devais affronter la vérité, accepter ma culpabilité, ou je resterais ici pour toujours. Les larmes coulaient sur mon visage, et ma voix se brisa alors que je hurlais. « Je suis désolé, Héloïse. Je suis désolé pour tout. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. » Sa silhouette s'arrêta. Un instant de silence absolu. Puis elle inclina la tête, comme si elle me regardait enfin avec des yeux que je ne pouvais pas voir. « Alors pourquoi es-tu toujours là ?» murmura-t-elle. Et d'un coup, elle disparut, me laissant seul au milieu de cette route sans fin. Après qu'elle ait disparu, le silence était encore plus insupportable que sa présence. Je me sentais vidé, comme si tout l'air avait été arraché de mes poumons. Mais quelque chose avait changé. La brume semblait se dissiper légèrement, et pour la première fois depuis ce qui me paraissait une éternité, j'apercevais des étoiles à travers les branches des arbres. Je suis remonté dans la voiture, tremblant. Mes mains glissaient presque sur le volant à cause de la sueur. Je voulais croire que c'était fini, que tout cela n'était qu'un cauchemar dont je venais de m'éveiller. Mais au fond de moi, je savais que la route n'allait pas me laisser partir aussi facilement. En avançant, les choses semblaient différentes. Les panneaux n'étaient plus là, les arbres paraissaient moins oppressants, mais une étrange lumière pulsait au loin. Ce n'était pas la lumière du jour, ni celle de phare, mais une lueur douce et chaude qui semblait m'appeler. J'ai suivi cette lumière, incapable de résister. La route devenait plus étroite, presque un sentier, et finalement, elle s'arrêtait devant une clairière. Au centre, il y avait une table basse en bois, comme celle qu'on trouve dans les vieilles maisons de campagne, et dessus, un objet qui m'a fait vaciller. C'était le ruban rose d'Héloïse. Celui qu'elle portait toujours dans ses cheveux quand elle était petite. Celui que je n'avais pas vu depuis l'accident. Je me suis approché à pas lents, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. En tendant la main pour saisir le ruban, j'ai entendu sa voix une dernière fois. « Tu dois me laisser partir, Maurice. Ce n'est pas moi qui te retiens, c'est toi. » À cet instant, tout a fait sens. Toute ma vie, j'avais porté le poids de cette culpabilité, de cette tragédie. J'avais construit ma propre prison, et cette route n'était qu'un reflet de mon esprit, un labyrinthe créé par ma peur d'affronter la vérité. Je serrais le ruban dans ma main, des larmes coulant sur mes joues. « Je suis désolé, Héloïse. Je te libère, et je me libère aussi. » La lumière a commencé à m'envelopper, douce et réconfortante. La brume, les arbres, la route, tout semblait se dissoudre autour de moi. Et puis, un flash. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais garé sur une aire de repos. Le soleil se levait à l'horizon, et les oiseaux chantaient. Ma voiture était intacte, et tout semblait normal. Mais en regardant sur le siège passager, j'ai vu le ruban rose, parfaitement plié. Un dernier souvenir, ou peut-être un rappel. Alors que je redémarrais et reprenais la route, une pensée me traversa l'esprit. Cette route n'était pas un piège, mais une chance. Une chance de faire face à mes démons et de trouver la paix. Mais au loin, dans le bruit du vent, il me semblait encore entendre un murmure. « Merci, Maurice. » C'était une nuit comme tant d'autres. Le genre de nuit où l'obscurité semble plus épaisse, où le silence de la route est seulement brisé par le ronronnement monotone du moteur. J'étais assis dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, parcourant les rues désertes à la recherche d'une course. Ces derniers temps, les trajets se faisaient rares, et avec les factures qui s'empilaient, je ne pouvais pas me permettre de rentrer chez moi les poches vides. La notification est arrivée soudainement. Une demande de course, destination, quelque part sur une route de campagne, à plusieurs kilomètres de la ville. J'ai hésité. La distance, le trajet isolé, tout ça ne me disait rien qui vaille. Mais le montant affiché sur l'écran était trop tentant. Avec un soupir,
J'ai accepté la course et mis le GPS en marche. Le point de départ était à la lisière de la ville, près d'un vieux parking abandonné. En arrivant, j'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Les lieux étaient enveloppés d'une obscurité oppressante, seulement éclairés par mes phares. Je n'ai vu personne au début, juste des ombres immobiles projetées par les arbres. Puis, une silhouette est apparue, sortant lentement de l'ombre. C'était un homme, grand et mince, habillé d'un long manteau qui semblait usé par le temps. Il portait un chapeau à large bord qui dissimulait en partie son visage. Il n'a rien dit, pas un mot. Il s'est contenté d'ouvrir la portière arrière et de s'installer sur la banquette, calmement. « Bonsoir, où souhaitez-vous aller » ai-je demandé, essayant de briser le silence. Aucune réponse. Pas même un regard dans ma direction. Il s'est simplement enfoncé dans son siège, les mains croisées sur ses genoux. Un malaise indescriptible m'a envahi, mais je me suis dit que ce n'était qu'une course de plus, un client peut-être fatigué ou taciturne. Alors, j'ai mis la voiture en marche, laissant derrière nous la ville et ses lumières rassurantes. Alors que la voiture roulait sur cette route sombre et déserte, un silence presque surnaturel s'installait à l'intérieur du véhicule. Aucun bruit ne venait du passager à l'arrière. Pas un tout sautement, pas un mouvement. Tout ce que j'entendais, c'était le ronflement du moteur et le léger frottement des pneus contre l'asphalte. J'essayais de rester concentré sur la route, mais quelque chose dans l'air semblait étrange. L'atmosphère était lourde, comme si une présence invisible alourdissait l'espace. Puis, je l'ai vu. Un papier plié, posé sur le siège du passager avant. Je suis sûr qu'il n'était pas là quelques instants auparavant. J'ai tendu la main, hésitant, pour le ramasser tout en gardant un œil sur la route. En dépliant le billet, mes doigts ont légèrement tremblé. Une phrase, écrite à l'encre noire, m'a glacé le sang. « Garde les yeux sur la route. Ne te retourne pas. » J'ai jeté un coup d'œil rapide dans le rétroviseur. L'homme était là, immobile, le visage à moitié dissimulé dans l'ombre de son chapeau. Ses yeux, que je ne pouvais pas voir directement, semblaient pourtant braqués sur moi. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis retourné brièvement vers le siège arrière. Il n'avait pas bougé d'un millimètre, mais quelque chose dans son immobilité m'effrayait davantage qu'un mouvement brusque ne l'aurait fait. « C'est un genre de blague ?» ai-je demandé, essayant de donner une tonalité légère à ma voix. Pas de réponse. Juste ce silence oppressant. Le papier, toujours dans ma main, semblait presque brûler ma peau. Comment était-il arrivé là? Je n'avais pas entendu de bruit, pas de froissement de papier, rien. J'ai serré le volant un peu plus fort, essayant de chasser l'angoisse qui s'insinuait en moi. Mais plus je regardais droit devant, plus j'avais l'impression qu'un autre regard, lourd et pesant, se posait sur moi. Et chaque seconde qui passait rendait l'air dans cette voiture plus irrespirable. Le silence devenait insupportable, et l'atmosphère dans la voiture semblait se resserrer autour de moi. Je sentais des gouttes de sueur froide glisser le long de ma nuque. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un hasard, une mauvaise blague, mais quelque chose au fond de moi criait que ce n'était pas si simple. Puis, un autre papier est apparu. Cette fois, il était posé sur le siège du passager arrière, comme s'il s'était matérialisé là sans que je m'en rende compte. Je n'ai pas osé tourner la tête pour voir si l'homme le tenait encore en main. Ma gorge était sèche, mais ma curiosité ou ma peur m'a poussé à le ramasser. « Je sais ce que tu as fait en 2018. » Ces mots, écrits avec une précision glaciale, m'ont frappé comme un coup de poignard. Je sentais mes doigts trembler en tenant le papier. Mon esprit s'embrouillait. Comment pouvait-il savoir? Comment quelqu'un pourrait-il connaître ce détail, cet événement que j'avais enfoui si profondément? « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix brisant enfin le silence pesant. Mais il n'a toujours pas répondu. Il restait figé à l'arrière, son visage obscurci par les ombres. Le souvenir de 2018 a ressurgi dans mon esprit, comme une plaie que l'on rouvre brutalement. Ce que j'avais fait cette année-là, c'était une erreur, un moment que je tentais d'oublier, de justifier. Mais personne ne savait. Personne, sauf moi. Un bruit soudain m'a fait sursauter. Comme un raclement, venant de quelque part dans la voiture. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur, mon cœur battant à tout rompre. Rien. L'homme n'avait toujours pas bougé, mais une nouvelle fois, je ressentais cette sensation d'être observé, non pas seulement par lui, mais par quelque chose d'autre. Puis, une voix a résonné dans ma tête, comme un murmure glacé qui n'appartenait pas à ce monde. Continue de rouler. Mon souffle s'est coupé. Je voulais arrêter la voiture, descendre et fuir. Mais mes mains, comme paralysées, restaient accrochées au volant. Je continuais à avancer, l'esprit noyé dans la peur et les questions. Qui était cet homme? Et qu'allait-il se passer quand nous arriverions à destination? La route s'étendait devant moi, noire et déserte, comme un gouffre sans fin.
Le paysage avait commencé à changer, les arbres se faisaient de plus en plus espacés, les champs vides et immenses se déployaient à perte de vue. Le GPS m'indiquait que j'étais proche de la destination. Une adresse isolée, perdue quelque part dans cette étendue silencieuse. Je jetai un regard furtif dans le rétroviseur. L'homme n'avait toujours pas bougé. Ses yeux, cachés sous l'ombre de son chapeau, semblaient fixer quelque chose au loin. Ou peut-être fixait-il juste l'intérieur de la voiture. Je n'en savais rien. Une pression glacée me traversa, me faisant frissonner. Je savais maintenant que cette course n'était pas ordinaire. Chaque minute passée à conduire sur cette route déserte me rapprochait d'un point de non-retour. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation de destin. Je n'arrivais pas à l'expliquer, mais je le ressentais dans chaque fibre de mon être. Je n'avais pas parlé depuis un moment, ne sachant plus quoi dire. J'avais essayé de garder la tête froide, mais les mots du billet revenaient sans cesse dans ma tête. Je sais ce que tu as fait en 2018. Ce secret que je pensais enterrer. Ce mensonge qui me poursuivait silencieusement, mais que cet homme connaissait d'une manière qui me glaçait le sang. Comment avait-il su? Qui était-il vraiment? Soudain, une lueur pâle perça l'obscurité. Le paysage changea encore, la route devenant plus étroite, entourée de buissons épais et de haies, un décor qui semblait tout droit sorti d'un mauvais rêve. Le GPS me confirma que nous étions presque arrivés. Une vague de panique m'envahit. Mon instinct me criait d'arrêter, de faire demi-tour, de fuir, mais je ne pouvais pas. Le passager ne disait rien, mais je savais qu'il attendait. Il savait. Vous allez me dire qui vous êtes maintenant? Demandai-je, la voix tremblante. Mais il ne répondit toujours pas. À la place, il laissa un autre billet, posé sur le tableau de bord, à côté de la clé de contact. Je l'ouvris, mes mains froides de peur, et lus ce qui était écrit en lettres nettes. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je déglutis difficilement. Le doute m'envahissait. L'endroit était familier. Trop familier. Ce n'était pas possible. Mais si. J'avais reconnu le nom de la rue. C'était l'endroit où j'avais fait ce que j'avais fait. Là où tout avait commencé. La vérité éclata dans mon esprit avec une violence dévastatrice. Ce n'était pas une course. C'était un piège. Et moi, j'étais l'appât. La voiture ralentit automatiquement alors que le GPS indiquait l'arrivée. Les phares éclairaient une vieille maison abandonnée, une bâtisse en ruine à l'ombre d'arbres tordus. Je n'étais pas arrivé seul. Je n'étais pas arrivé pour rien. L'homme se tourna enfin vers moi, ses yeux noirs maintenant visibles sous l'ombre de son chapeau. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Bienvenue chez toi » murmura-t-il. Je n'avais plus de doute. Ce n'était pas une simple course. C'était la fin. Je me suis arrêté devant la vieille maison, le moteur de la voiture encore ronronnant dans un silence lourd et oppressant. Le temps semblait s'être arrêté. L'air autour de moi était glacé, comme si même les arbres, les buissons, et le sol lui-même retenaient leur souffle. Tout en moi hurlait de fuir, mais mes pieds étaient collés au plancher de la voiture. L'idée de tourner les clés, de repartir, semblait aussi irréelle que la possibilité de tout oublier. L'homme à l'arrière n'avait pas bougé. Il me fixait toujours avec son regard insondable, son sourire toujours aussi glacé. Il ne disait rien, ne bougeait pas. Mais je savais que quelque chose allait se passer, quelque chose que je ne pouvais pas empêcher. C'était comme si le destin m'avait piégé ici, à cet instant précis. Je sortis de la voiture, mes jambes tremblantes, et me dirigeai vers la porte de la maison abandonnée. Un vent frais soufflait dans mes oreilles, comme un avertissement. Mais je n'avais pas le choix. Je savais que si je n'y allais pas, il viendrait à moi. Si je n'affrontais pas ce que j'avais fui pendant toutes ces années, il me rattraperait. En franchissant le seuil de la porte, j'entrai dans un hall sombre, poussiéreux, où le temps semblait figé. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et l'odeur de moisi remplissait l'air. Mon cœur battait la chamade, et mes pensées étaient en désordre. Je m'avançais prudemment, chaque pas résonnant dans le silence absolu. Puis, soudain, quelque chose attira mon attention. Un objet familier reposait sur une table poussiéreuse au fond de la pièce. Une vieille photographie, jaunie par le temps. Je m'approchai, le souffle court, et l'examinai. C'était une photo de moi, prise il y a des années, avec un groupe d'amis. Mais il y avait quelque chose d'étrange sur cette photo, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'étais là, bien vivant, souriant, entouré de mes amis. Mais derrière moi, un autre visage était présent. Celui de l'homme à l'arrière de ma voiture. Je reculai brusquement, mon corps pris d'un froid glacial. J'avais compris. Tout était lié. Il m'avait toujours suivi, toujours observé, et maintenant il était venu pour réclamer ce qu'il était venu chercher. Une partie de moi, une partie que j'avais perdue depuis si longtemps. Je me retournai pour fuir,
Mais la porte d'entrée se referma brutalement, emprisonnant mes pas. Mon souffle se coupa net. Tout autour de moi, des murmures se firent entendre, comme des voix lointaines, des voix qui parlaient de secrets cachés et de péchés non expiés. Je me tournai pour faire face à l'inévitable. Et là, devant moi, dans la pénombre, l'homme apparut de nouveau, plus proche que jamais. Un dernier billet était posé sur la table, sous la photographie. Je le pris, les mains tremblantes. Il était écrit « Maintenant, c'est ton tour de prendre la place du passager ». Je n'avais plus de choix. Je n'étais plus qu'une ombre dans cette vieille maison, prise dans un cycle sans fin. Le bruit des clés du moteur retentit à mes oreilles, comme une cloche funeste. Une voiture démarra au loin, emportant un nouveau passager dans un voyage sans retour. La porte de la maison s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, c'était pour quelqu'un d'autre. Le cycle se répétait. Il faisait déjà tard, et la route déserte semblait interminable. J'étais avec mon ami Alex, perdu au milieu de nulle part, entouré uniquement par des champs vides et une forêt dense. L'atmosphère pesante de la nuit tombante rendait chaque bruit plus intense, chaque ombre plus menaçante. Le moteur de la voiture s'éteignit brusquement, me tirant de mes pensées. Je donnai des coups de volant pour essayer de redémarrer, mais rien. Le silence qui suivit n'était que brisé par le bruit du vent soufflant à travers les arbres. « Ça doit être l'essence », dit Alex d'un ton un peu nerveux. « On est à sec. » Je lançai un regard autour de nous. Il n'y avait rien, aucune station-service à l'horizon, juste des kilomètres de route déserte. Il faisait froid et l'obscurité semblait se resserrer autour de nous, comme si elle avait une vie propre. J'avais l'impression que même la nature se refermait sur nous, nous piégeant ici. « Tu as ton téléphone ?» demandai-je, espérant que le signal avait miraculeusement réapparu. Alex secoua la tête. « Aucun signal. On va devoir marcher un peu. » On prit nos vestes et fermâmes la voiture. Nous commençâmes à avancer à pied, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. Après une dizaine de minutes de marche, mes jambes commençaient à se fatiguer. C'est alors que nous aperçûmes une lueur au loin, une lumière qui semblait briller dans l'obscurité comme un phare perdu. En m'approchant, je vis le panneau usé d'un vieux poste de service, presque effacé par les années, mais l'étrange clignotement d'un mot qui s'allumait et s'éteignait attira mon attention. Ouvert. J'étais sur le point de demander à Alex ce qu'il en pensait, mais avant que je ne dise un mot, il prit la tête et se dirigea vers le bâtiment. « Peut-être qu'on pourra enfin trouver de l'aide, » dit-il, son ton incertain. Je suivis, un peu sceptique, mais un sentiment étrange m'envahit. L'endroit était abandonné, ça se voyait. Pourtant, la lumière de ce panneau clignotant persistait dans l'air froid, presque comme un avertissement. Quelque chose n'allait pas ici, je le sentais au fond de moi. Mais c'était la seule option que nous avions. En approchant du bâtiment, un frisson glacé parcourut mon échine. Le poste semblait figé dans le temps, un vestige d'une époque révolue, comme si aucun humain n'y avait mis les pieds depuis des décennies. La peinture écaillée sur les murs, les fenêtres poussiéreuses, et le sol couvert de débris étaient autant de témoins de l'abandon total de cet endroit. La porte grinça en s'ouvrant sous la pression de ma main, et une odeur de moisi, de métal rouillé et de vieux carton envahit immédiatement mes narines. Je m'arrêtai un instant, me demandant si je n'aurais pas dû hésiter davantage avant de franchir le seuil. Mais Alex, visiblement moins nerveux que moi, entra d'un pas décidé. « Allez, on n'a pas le choix, » dit-il en balayant la pièce du regard. Je le suivis à l'intérieur, où l'obscurité régnait, seulement perturbée par la lumière vacillante de quelques ampoules défectueuses. Le silence était presque lourd, une sorte de calme oppressant qui me donnait l'impression que l'endroit était bien plus qu'un simple bâtiment abandonné. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air, une présence invisible, comme si le lieu était hanté par une énergie ancienne et malveillante. Je fis un tour rapide de la petite boutique, mon regard se posant sur des étagères couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Rien n'avait été touché depuis des années. Le comptoir était recouvert d'une fine couche de sable et de débris, comme si personne ne s'y était arrêté depuis des lustres. Pourtant, dans un coin de la pièce, une vieille radio grésillait faiblement, comme un murmure lointain. Le son était indistinct, presque inaudible, mais je pouvais entendre des bruits de choc, comme si quelque chose se cassait lentement. Alex s'approcha du comptoir pour regarder ce qui semblait être un vieux carnet, sa main effleurant les pages jaunies. « C'est bizarre, » dit-il en se tournant vers moi. « Ce poste ne semble pas avoir été en activité depuis longtemps, mais il y a de la vie ici. » Je ne répondis pas tout de suite, mes yeux fixant une étagère dans le coin de la pièce. Des objets poussiéreux étaient alignés, mais quelque chose d'étrange attira mon attention, un petit objet brillant, presque métallique, qui semblait avoir été récemment posé là. Mes pas me menèrent lentement vers lui. C'était une
Une clé étrange, comme celle qu'on trouve dans les vieux manoirs. Avant que je ne puisse la saisir, Alex cria. Je me retournai brusquement et vis son visage pâle, une expression d'horreur figée sur ses traits. Il pointait du doigt quelque chose à travers la fenêtre du poste, mais ce que je vis me glaça le sang. Une silhouette, floue et déformée, se tenait de l'autre côté, immobile, nous observant. L'air dans le poste semblait soudainement plus lourd, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés en un instant. Mon cœur battait plus vite, et une sensation de malaise envahit mon corps. Alex se tenait toujours là, les yeux écarquillés, fixant la silhouette qui se tenait dans l'obscurité dehors. Je pouvais voir son souffle s'échapper en petites volutes blanches, bien que l'air à l'intérieur soit glacé mais pas au point de geler. C'était comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus oppressant. Je m'approchai de lui lentement, me forçant à ignorer la sensation croissante d'être observé. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre, mais la silhouette avait disparu, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. C'était peut-être un arbre, un reflet. Alex secoua la tête. Non, je l'ai vue clairement. Elle était là. Je voulais lui dire que c'était sûrement notre imagination, que la fatigue et l'isolement nous jouaient des tours. Mais un autre bruit attira mon attention. Un bruit métallique, sourd, venant de derrière le comptoir. C'était comme si quelque chose tombait, ou peut-être était-ce un mouvement dans l'ombre. Mon instinct me criait de partir, mais il y avait cette étrange curiosité qui me retenait. Comme un appât que l'on ne pouvait refuser, ce lieu m'attirait, même si je savais que ce n'était pas normal. Alex se rapprocha du comptoir, ses pas résonnant lourdement dans le silence. Je le suivis à contre-cœur, une part de moi se demandant ce qui pouvait bien se cacher dans cet endroit. Nous étions arrivés à la petite pièce qui abritait le comptoir, quand je remarquai quelque chose qui n'était pas là avant. Une vieille télévision, dont l'écran grésillait faiblement, était allumée, même si aucune prise électrique n'était visible. Les couleurs bavaient et se tordaient, des lignes horizontales ondulant comme des vagues. Une image floue apparut brièvement, une silhouette pâle, presque translucide, se déplaçant lentement à travers un champ de blé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, ma voix tremblante. Alex s'approcha, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'image disparut et l'écran devint noir. Un silence lourd suivit, comme si le monde entier s'était suspendu dans l'attente. Puis, tout à coup, un bruit de grattement étrange, venant du plafond, fit sursauter nos deux corps. C'était comme si quelque chose était en train de se déplacer au-dessus de nous, ses pas lents et irréguliers résonnant dans l'air. Une sueur froide se forma sur mon front. Je me tournai vers Alex, qui semblait aussi figé que moi. C'était alors que je vis quelque chose qui m'échappa. Sur le sol, près de la porte, une paire de vieilles chaussures abandonnées traînait. Elles étaient usées, couvertes de terre, mais plus étranges encore, elles étaient parfaitement alignées, comme si quelqu'un les avait laissées là intentionnellement, attendant notre passage. Un frisson glacé parcourut mon dos. Ce lieu n'était pas simplement abandonné, il était habité. Nous échangions un regard paniqué, comme si une vérité insoutenable venait de nous frapper en plein cœur. Les chaussures usées sur le sol semblaient nous observer, comme si elles étaient là pour nous rappeler que ce lieu n'était pas aussi désert qu'il en avait l'air. Mais avant que nous puissions réagir, un bruit sourd retentit venant du fond de la pièce, derrière une porte en métal partiellement ouverte. C'était un son faible, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans l'ombre. Je n'eus pas à échanger un mot avec Alex. Nous nous précipitâmes vers la porte sans réfléchir. Lorsqu'elle s'ouvrit lentement, un éclat de lumière blafarde émergea de l'obscurité, révélant un escalier menant à un sous-sol. Les marches en bois étaient anciennes et branlantes, certaines presque cassées sous le poids du temps. Mais il y avait quelque chose de plus perturbant, une odeur âcre, mêlée de terre et de décomposition, montait lentement de l'obscurité. L'air semblait plus épais, comme si le temps lui-même devenait de plus en plus lourd à chaque pas que nous faisions. Alex, son visage pâle, me regarda. « On doit y aller ?» Sa voix était presque un murmure, comme s'il avait peur que quelque chose ou quelqu'un puisse entendre nos paroles. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Chaque fibre de mon corps me criait de fuir, de quitter cet endroit maudit, mais une autre part de moi, curieuse, irrésistible, me poussait à avancer. On n'a pas le choix. Je pris une profonde inspiration et descendis prudemment les premières marches. Alex me suivit de près, son pas hésitant. L'escalier craquait sous nos pieds, et chaque bruit semblait être amplifié dans ce silence oppressant. Arrivé au bas des marches, la pièce s'étendait devant nous, faiblement éclairée par une lumière vacillante provenant d'une lampe suspendue au plafond. Les murs étaient tapissés de papier jauni, de photos anciennes encadrées, et de coupures de journaux. Je me rapprochai d'une des photos qui pendaient de travers. Elle montrait une famille souriante, prise il y a des années,
Mais ce qui me glaça le sang, c'était le détail que je remarquai. Une silhouette floue se dessinait en arrière-plan, un visage presque indistinct, mais il y avait quelque chose de sinistre dans son regard. C'est quoi ça? Alex murmura, l'air perturbé. Je n'avais pas de réponse. Je m'approchais des coupures de journaux. La date était récente, bien que le papier semblait avoir été enroulé depuis des années. Disparition mystérieuse, plusieurs voyageurs portaient disparus sur cette route. Le texte était déchiffrable, mais la fin était barrée, comme si quelqu'un avait voulu effacer l'histoire avant que nous ne puissions la lire. Je tendis la main pour toucher le papier, mais au même moment, un son métallique se fit entendre derrière nous. Nous nous retournâmes brusquement, nos cœurs battant à tout rompre. C'était un bruit de cloche, comme un timbre défectueux d'une porte qui s'ouvrait. Mais ce n'était pas la porte du sous-sol. Non, c'était la porte qui nous avait fait entrer dans ce lieu, au rez-de-chaussée. Un bruit sec de verrouillage. Je voulais hurler, courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Tout autour de nous, des bruits étranges commencèrent à remplir l'espace. Des grattements, des murmures lointains, comme si des voix chuchotaient dans une langue que nous ne pouvions pas comprendre. Les murs semblaient se rapprocher, et une sensation de froid intense se fit sentir. Il était évident que le poste ne nous laissait plus partir. Quelque chose dans cet endroit nous gardait prisonniers. Et nous étions sur le point de découvrir ce que c'était. L'angoisse montait à chaque seconde qui passait dans cette cave étouffante, l'air devenant plus lourd, presque palpable. Je sentais mes jambes trembler, mais je ne pouvais plus bouger. Alex était figé près du mur, ses yeux écarquillés, observant quelque chose dans l'obscurité. Je suivis son regard, et c'est là que je vis la silhouette, une forme sombre, vaguement humaine, se dessinant lentement au fond de la pièce. Elle semblait flotter, se mouvant sans bruit, comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Ce n'était pas un être vivant, pas un simple fantôme. Il y avait quelque chose de plus malveillant, quelque chose qui nous observait depuis bien trop longtemps. Alex chuchota, la voix brisée par la peur. C'est elle, celle qui est dans les photos. Je n'avais pas le courage de répondre. Mes yeux se fixaient sur cette silhouette, incapable de la quitter. Les murmures s'intensifièrent, s'enroulant autour de nous, comme des serpents invisibles. Des voix s'élevaient, chuchotant des mots incompréhensibles, mais leur tonalité était terrifiante, comme si elle tentait de nous faire perdre la raison. C'était la voix de la terreur pure, une voix qui ne voulait que nous anéantir. Puis, dans un fracas assourdissant, une porte s'ouvrit au fond de la cave, jetant une lumière aveuglante dans la pièce. La silhouette s'arrêta, se figeant dans l'instant, avant de se fondre dans l'obscurité. J'eus l'impression qu'elle nous invitait à la suivre, comme si elle nous poussait vers cette porte, un piège bien calculé, une issue vers quelque chose de bien pire. Mais je ne pouvais plus supporter cet endroit. Je ne savais pas ce qui nous attendait de l'autre côté de la porte, mais rester ici était devenu impensable. « On doit y aller » dis-je, mes mots s'étranglant dans ma gorge. Alex me regarda, son visage marqué par une terreur que je ne lui avais jamais vue. Il semblait sur le point de s'effondrer. Et si on ne... Sa phrase mourut dans sa gorge. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je saisis son bras et le tirai vers la porte. Les voix derrière nous semblaient se rapprocher, comme des murmures de cauchemar qui déchiraient le silence. Je poussai la porte sans réfléchir et nous nous précipitâmes dans le couloir étroit. Les murs semblaient se resserrer autour de nous, comme si cet endroit tout entier se rétractait, nous engloutissant. Lorsque nous atteignîmes enfin l'extérieur, la lumière du jour semblait irréelle, presque douloureuse après l'obscurité totale du poste. Mais quelque chose ne collait pas. La route était vide, pas un seul véhicule en vue, et la station-service derrière nous avait disparu. Il ne restait que des ruines et des morceaux de bois calcinés, comme si elles n'avaient jamais existé. Nous étions seuls. Le poste était un mirage, un piège, et ceux qui entraient ne s'en sortaient jamais. Nous n'avons jamais reparlé de ce qui s'est passé. Le temps et les événements semblaient flous, distordus par la peur, mais il y a quelque chose que je sais avec certitude, nous n'aurions jamais dû prendre cette route. Parce qu'une fois qu'on y entre, on ne revient jamais vraiment. Et même maintenant, je peux encore entendre les murmures, ces voix qui s'élèvent dans la nuit, appelant ceux qui osent s'aventurer trop près de cet endroit maudit.